Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer dans le cours des bases de données, la deuxième partie qui concerne la partie pratique et on va aborder le SGBD SQL Server. Donc, après avoir présenté les formes de normalisation des bases de données et la présentation du modèle relationnel d'une manière détaillée, à savoir le langage relationnel et le langage spécifique sur le langage SQL Server, on passe maintenant à la base pratique, de SQL Server. Donc ce cours il va être partagé en plusieurs épisodes ou bien en plusieurs parties. Donc la première partie va être consacrée principalement à la présentation de l'environnement SQL Server. Puis on va aborder le transact SQL dans épisode 2 comme langage de quatrième génération réservé pour le SGBD SQL Server. Puis on parlera comment on peut sécuriser la base de données dans l'épisode 3. Dans l'épisode 4, on va parler de transactions et on va l'enchaîner par l'indexation. Puis on va parler, si vous voulez, de l'optimisation et l'évaluation des requêtes. Et on termine par la dernière partie, épisode numéro 7, c'est les bases de données relationnelles objets. Bon, l'épisode numéro 1, c'est l'environnement SQL Server. Donc, dans cette partie, la première question qui se pose, c'est quoi le langage, c'est quoi, le SQL Server? SQL Server, c'est tout simplement, c'est un SGBD relationnel, système de gestion des bases de données qui sont relationnelles. C'est-à-dire que toutes les données, ils se forment des relations. Donc, on peut avoir plusieurs types de bases de SGBD. Donc, il y a des SGBD qui traitent les bases de données, si vous voulez, orientées objets. Il y a des SGBD semi-structurés qui traitent les données XML. Il y en a d'autres SGBD qui traitent les SGBD qui ne sont pas du tout structurés. Bon, donc le SGBD, il a un ensemble de caractéristiques, le SGBD SQL Server, il a un ensemble de caractéristiques très importantes. Surtout, il dispose d'un ensemble de composants qui permettent de faciliter tout simplement la gestion des bases de données relationnelles. Également, on parlera, il peut gérer les bases de données qui sont orientées objets, mais ne sont pas 100% orientées objets. On parlera dans l'épisode 7 de ce qu'on appelle les bases de données relationnelles objets. Donc, le SGBD SQL Server, il se compose d'un ensemble des outils importants pour la faciliter l'utilisation et l'exploitation de bases de données, à savoir l'entreprise manager, l'analyseur des requêtes, le gestionnaire de services SQL Server et également ce qu'on a la gestion des fichiers, comment peut-on optimiser la base de données, surtout lorsqu'on parle de l'indexation. Bon. L'installation de SQL Server, donc c'est une tâche qui n'est pas compliquée, qu'on va l'aborder ensemble interactivement, donc via l'outil adopté par notre université. Et comme ça, tous les étudiants, ils font suivre étape par étape les étapes d'installation des SQL Server après avoir tout simplement, que je vous présente bien sûr le lien afin de télécharger le SQL Server. Donc, le SQL Server, donc, d'une manière générale, nécessite une configuration minimale pour qu'il puisse s'installer, mais je parle maintenant de l'installation du corps, de le noyau, donc la base de SQL Server, donc ou bien installation standard, et nécessite d'abord une taille qui ne dépasse pas d'abord 166 MHz avec 128 mégaoctets de RAM et 250 mégaoctets de disque dur. Ça, je parle de l'installation de base. Par contre, actuellement, nous avons la plupart des machines, ou bien la majorité des machines qui dépassent largement cette configuration. Et bien sûr, les nouvelles versions nécessitent des capacités qui dépassent celles-ci. Bon, SQL Server, c'est un SGBD réseau, c'est-à-dire c'est un serveur là où il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent se connecter. Donc, c'est un serveur, on aura plusieurs utilisateurs qui peuvent se connecter à ce serveur. Donc, il s'agit de l'architecture client-serveur. Donc, il est
L'idée est pour qu'il soit bien sûr utilisable dans un réseau. Donc, il faut donc prévoir la possibilité que plusieurs utilisateurs accèdent à la même information simultanément, accèdent à la même table ou bien même base de données simultanément. D'où il est nécessaire de gérer d'abord la concurrence d'accès, de gérer sous-entendu également dans ce qu'on appelle les transactions qui permettent de valider bien sûr la base de données et surtout d'assurer la cohérence de la base de données. Bon, lors de l'installation, donc il faut d'abord faire la différence entre deux types d'accès. Donc deux types d'accès système afin que vous puissiez se connecter au système là où il y a le serveur SGBD, SQL Server, et également il y a l'authentification au niveau de SQL Server. Donc il y a deux types d'authentification. Donc lors de l'installation, bien sûr, on va voir l'outil d'aide à l'installation. Il va vous demander d'abord de spécifier les deux mots de passe ou bien deux authentifications. Authentification système et authentification, bien sûr, serveur. Donc généralement, pour les serveurs qui sont tout simplement accessibles par plusieurs utilisateurs, il est préférable d'utiliser, c'est pas préférable, c'est obligatoire d'utiliser les deux à la fois. Donc il faut se connecter à la machine, puis se connecter au SGBD SQL Server. Donc les composantes essentielles de SQL Server, il y a donc, comme nous avons déjà signalé, donc il y a l'entreprise manager, l'analyseur de requêtes, le gestionnaire de services, et il y en a bien sûr d'autres comme la réplication, comme le sauvegarde, et ainsi de suite qu'on va les traiter aujourd'hui. Donc, d'une manière générale, une base de données SQL Server donc, comprend deux fichiers principaux. Donc, le fichier principal, là où il y a les données, c'est-à-dire les objets de la base de données. Quand je parle des objets de la base de données, ce sont les tables, les index, les vues, les séquences, ce sont tous les objets les listes des utilisateurs. Donc, ils peuvent tous ces objets ils sont stockés dans MDF, c'est-à-dire dans un fichier avec l'extension de MDF. Et également, donc, il y a un autre fichier avec l'extension LDF, c'est un fichier qui permet, c'est un fichier ce qu'on appelle log de manipulation, c'est l'historique de manipulation d'une base de données. Toutes les opérations, ils vont être stockées dans un fichier tout simplement qui garde l'historique, ce qu'on appelle .log. Également, donc, on parle tout simplement les SGBD lors de l'installation de SGBD SQL Server. Automatiquement, il y a l'installation d'un ensemble des bases de données qui sont prédéfinies et qui peuvent être utilisées pour des tests et également pour pouvoir afin que les utilisateurs puissent exécuter certaines requêtes parce que la requête nécessite un stockage intermédiaire et le stockage peut être effectué dans les bases de données qui sont déjà prédéfinies. Bon, l'interface de base de SQL Server, il contient d'abord tout simplement la première interface forme arborescente, là où on trouve d'abord le serveur, et dans le serveur, on trouve tout simplement plusieurs bases de données. Et quand je parle de la base de données, elle contient d'abord les bases de données système et les bases de données utilisateurs. Les bases de données système comme master, comme modèle, MDB, et également puis, le public et les temporaires. Et également, donc, il y a une base de données tout simplement qui peuvent être développées par l'utilisateur. Plus que ça, donc, on trouve un ensemble des utilitaires qui sont intégrés, qui peuvent être utilisés par l'utilisateur, à savoir l'importation, l'exportation, le sauvegarde, transformation des données, et ainsi de suite. Bon, parmi les outils le plus utilisés dans SQL Server, il y a un outil, donc l'outil standard, l'outil qui permet aux utilisateurs d'écrire le code et d'analyser le code et de lancer l'exécution de ce code. C'est ce qu'on appelle l'analyseur des requêtes. C'est un éditeur normalement très très puissant, comme tous les éditeurs de n'importe quel autre langage de programmation. Donc il contient d'abord un debugger qui permet de faire le test et la validation de code, puis il lance l'exécution d'une manière générale des procédures stockées, même des requêtes, lancer l'exécution des requêtes, les tester également les triggers, et voilà, donc il permet également de stocker toutes les requêtes générées par l'utilisateur dans un fichier .SQL dont vous pouvez bien sûr réutiliser ces requêtes. Bon, donc l'interface de l'analyseur de requêtes elle est très très simple. Donc il y a un ensemble des boutons qui permettent d'abord de faire l'analyse
et l'analyse syntaxique et lexicale des commandes que vous avez éditées dans le bloc d'édition, et également pour lancer l'exécution. Donc on trouve ici donc simplement les boutons pour lancer l'exécution et pour faire la compilation également. Bon. Dans l'entreprise manager, donc la deuxième partie, donc le deuxième composant le très intéressant, donc c'est l'entreprise manager. L'entreprise manager, tout simplement, il contient un ensemble des utilitaires, comme nous avons déjà signalé, qui peuvent être tout simplement faciliter la tâche de l'exploitation de la base de données. On va aborder les utilitaires ou bien les composants les plus intéressants. On va commencer, si vous voulez, par ce qu'on appelle le DTS. Le DTS, c'est quoi? C'est Data Transformation System. C'est le procédé le plus utilisé dans SQL Server pour pouvoir importer et exporter les données depuis vers la base de données SQL Server. Donc c'est un assistant qui est assez simple. À partir de la version de 2005, donc il y a l'intégration d'un nouveau outil assez sophistiqué qui s'intitule SQL Server Integration Service. Donc c'est un outil qui vous permet tout simplement de faciliter la tâche d'exportation, de l'importation et l'exportation des données. Bon. Voilà, donc pour pouvoir se connecter à la base de données, pour pouvoir se connecter à une base de données externe, donc il y a plusieurs façons. Soit on va utiliser même nature, une base de données de même nature, c'est-à-dire une autre base de données de SQL Server. Donc dans ce cas, donc, nous avons besoin des chaînes ou bien des pilotes de connexion vers la base de données externe, comme je peux utiliser un outil assez intéressant qui est disponible, qui est développé bien sûr, qui est disponible sur des systèmes d'exploitation Windows, qui s'appelle l'ODBC, Open Database Connection. Donc c'est un outil qui permet aux utilisateurs de se connecter à n'importe quel type de données via une seule interface, afin que l'utilisateur ne prenne pas les soucis, bien sûr, des spécificités de chaque base de données et de chaque driver de base de données, également de spécificités de la connexion d'une base de données particulière. Donc, d'une manière générale, l'ODBC, c'est un outil, comme j'ai déjà signalé, assez puissant, très important, facile à utiliser. Il est disponible, bien sûr, dans n'importe quel, dans le système d'exploitation Windows. C'est-à-dire, je peux à travers le DBC, cette interface, l'interface de l'EDBC, je peux tout simplement définir l'alias, c'est-à-dire le nom de la connexion, et je spécifie la nature, bien le type de la base de données, la base de données vers laquelle je vais faire la connexion. Évidemment, il faut absolument installer les pilotes nécessaires pour que vous puissiez faire la connexion d'une manière automatique vers des bases de données externes. Une fois l'installation est bien faite des pilotes et la définition de l'alias vers la base de données, à ce moment-là, donc on passe bien sûr par l'option de configuration, la configuration de la connexion. Si la configuration de la connexion est correcte, on a automatiquement, bien sûr, le chargement de la base de données passe d'une manière automatique. On va voir une séance de travaux pratiques, lors des séances de travaux pratiques pour tester, bien sûr, comment peut-on se connecter à une base de données via l'ODBC. Bon, pour pouvoir également se connecter, donc on peut faire passer l'ODBC et on peut se connecter à d'autres bases de données via d'abord, par exemple, si jamais je veux me connecter à SQL Server, Oracle et DB2, à ce moment-là, je dois avoir tout simplement une application client pour le serveur concerné, c'est-à-dire application client par exemple, pour Oracle, afin que je puisse me connecter à Oracle, ou bien application client pour que je puisse me connecter à DB2. Mais si jamais je veux me connecter bien sûr à SQL Server, automatiquement, le SQL Server intègre l'application, tout simplement logiciel client pour se connecter au SQL Server. Également, il faut absolument utiliser, c'est-à-dire avoir les pilotes, ou ce qu'on appelle les fermes, les pilotes pour que vous puissiez se connecter à différentes bases de données. Je peux également effectuer la connexion vers un fichier, tout simplement
texte qui contient, tout simplement, qui contient des lignes. Donc, je peux charger ces lignes en tant que données. Donc, pour moi, c'est-à-dire dans la base de données relationnelle, je vais considérer les lignes de chaque ligne dans le fichier texte comme ligne dans la base de données, comme un enregistrement. Et les colonnes, ils doivent être séparés par des séparateurs qu'on peut, bien sûr, qu'on peut l'adapter selon, bien sûr, on peut l'adapter, ou bien on peut les configurer selon, bien sûr, nos besoins. Donc, par exemple, je peux séparer par des points-virgules, ou bien comme je peux séparer par des tirés de 6, et dans la configuration, j'ai dit comme quoi les tirés de 6 sont les séparateurs des colonnes. Et comme ça, le chargement, il va prendre en considération les tirés pour faire l'importation des données vers la base de données. Comme je peux bien sûr se connecter à la même famille de Microsoft, c'est-à-dire un document Excel ou bien un document Access. Pour cela, il faut absolument installer des fichiers nécessaires pour pouvoir établir la connexion. Tout ça, ils sont disponibles et je vais essayer de vous donner tout simplement ces chaînes de connexion afin qu'on puisse faire des tests pratiques dans les trois possibilités. Évidemment, on peut se connecter également à des bases de données open source, à savoir le Postgres et MySQL. Dans ce cas également, il faut télécharger ce qu'on appelle la chaîne de connexion, qui existe. La chaîne de connexion, c'est une application open source disponible sur le web. Il suffit de se connecter vers le serveur dédié de Postgres ou bien de MySQL afin de basculer vers la base de données, bien sûr, qui est disponible via le web. Bon, donc, comme j'ai déjà signalé tout à l'heure, à partir de 2005, la version 2005, il intègre tout simplement un outil assez puissant qui s'appelle tout simplement SSIS, SQL Server Integration Service, et c'est un outil qui permet tout simplement d'importer les données. Donc, cette interface, il génère cette option, elle génère automatiquement cette interface pour pouvoir intégrer, pour pouvoir tout simplement importer des données ou bien exporter les données vers d'autres serveurs à l'extérieur. Dans ce cas, pour pouvoir utiliser ce service, il suffit tout simplement de faire référence, à le SQL Server dans l'option Project. Plus particulièrement, vous allez trouver dans la deuxième option, donc SSI Import and Export Wizard. Donc voilà, c'est un outil qu'on va l'utiliser dans la base pratique. Bon. Parmi d'autres outils qui restent plus importants dans le cadre d'exploitation, bien sûr, des bases de données, quand je parle des bases de données, surtout les bases de données externes. Donc, et comment je peux externaliser la base de données. Je parle maintenant de ce qu'on appelle de l'option de la réplication. La réplication, c'est-à-dire tout simplement, étant donné une base de données, j'aimerais bien de faire une réplication, une copie de ma base de données sur un ensemble d'autres serveurs, qui ne sont pas sur la même machine, c'est-à-dire à distance. Cette opération est très utilisée dans des applications qui nécessitent d'abord d'assurer ce qu'on appelle surtout la cohérence des données, l'accès simultanément de plusieurs utilisateurs externes et également assurer ce qu'on appelle le point très très intéressant, c'est la disponibilité. Donc, dans les banques par exemple, à la fin de chaque jour, il faut d'abord externaliser les données vers d'autres serveurs externes. C'est-à-dire pour assurer la disponibilité. Si jamais le serveur central tombe en panne, absolument, je dois trouver les données toujours, ils sont disponibles. Et surtout, si jamais les données existent sur plusieurs serveurs différents, il faut absolument assurer le deuxième point, ce qu'on appelle la cohérence. Les données doivent être cohérentes. Si jamais, par exemple, j'ai un compte d'un utilisateur, d'un client, le compte contient une somme, j'aimerais bien d'avoir l'image de ce compte sur un autre serveur externe, c'est le même vers le deuxième. Généralement, on fait de la réplication sur plusieurs serveurs pour assurer la disponibilité, mais le problème qui se pose, c'est toujours le problème de la cohérence. Bon, la réplication d'une manière générale, on peut la classer si vous voulez, en trois grandes parties, ou bien en trois grandes catégories. Catégorie, ce qu'on appelle d'abord
d'accord, pardon, je reprends. Donc, avant de parler des trois catégories, donc, je pose la question, pourquoi la réplication? Nous avons déjà donné certaines réponses d'une manière générale. Maintenant, je vais lire le texte. Donc, la redondance, faire assurer la redondance des données sur un ou plusieurs serveurs qui se trouvent sur le même site ou bien sur des sites différents. Donc, l'utilisateur serveur, donc les serveurs là où je vais stocker les données, on les appelle ce qu'on appelle les serveurs abonnés. Donc, serveurs abonnés, ils vont être utilisés tout simplement pour assurer soit la confidentialité des données, soit il peut être utilisé pour le reporting. Et utilisé pour le reporting, surtout lorsque je stocke une donnée sur un serveur, je stocke la donnée avec une date ou bien dans une période. Et je peux déléguer au serveur, là où je stocke ces données, d'éditer des rapports, afin que je puisse consulter, c'est-à-dire la variation d'une donnée, ou bien je peux faire tout simplement le test sur le changement d'une valeur d'une date à une autre, d'une date début vers la date fin. Donc, il y a également tout simplement le besoin, c'est-à-dire une fois je vais faire la réplication, c'est la chose également importante. Une fois je vais faire la modification au niveau du serveur de distribution, automatiquement, il faut faire une réplication en réplication en temps réel vers la base de données, vers les serveurs abonnés. Donc, le problème que se pose, c'est le problème de la taille. Une fois la taille augmente, c'est-à-dire volumétrie, une fois la taille augmente, automatiquement, il faut prendre, bien sûr, des nouvelles stratégies pour la gestion d'espace au sein des serveurs abonnés. Bon, d'une manière générale, la réplication, donc à travers un serveur de distribution, c'est le serveur là où il y a la base de données, on peut définir un ensemble des serveurs, ce qu'on appelle serveurs abonnés, et je stocke tout simplement les données. Le stockage des données, bien sûr, sur les serveurs, et je donne par la suite. On va voir les différents types de possibilités qu'on peut accorder au serveur abonné. Soit il peut accéder directement à la base de données, ou bien c'est le serveur lui-même qui va assurer quoi? La communication entre la base de données, les bases de données publiées et la base de données de distribution. Bon, ça c'est la deuxième possibilité, c'est-à-dire donc le passage de base de données de serveur abonné vers le serveur de distribution, il passe directement via un agent spécial qui permet de faire cette tâche. Donc on ne peut pas autoriser tout simplement l'accès directement à la base de données, mais l'accès peut être via tout simplement un agent. Bon, d'une manière générale, on partage, comme j'ai déjà signalé tout à l'heure, entre trois grandes catégories de réplication. Il y a d'abord ce qu'on appelle la réplication transactionnelle, transactional replication. Il y a également la réplication de capture instantanée, ou bien on parle de la réplication instantanée, snapshot. Il y a la réplication de fusion. Ce sont les trois types, d'une manière générale, il y en a d'autres qui sont tout simplement le mélange entre entre un de ces trois. Mais d'une manière générale, donc on fait la différence entre trois types de réplication. Donc je commence par snapshot. Snapshot ou bien instantané, tout simplement, snapshot, c'est une image de la base de données. Dès le départ, il est vide. Donc je prends tout simplement la base de données et je vais une image sous forme d'une vue non matérialisée, matérialisée, qui est stocké sur un serveur abonné. Et une fois donc on commence, dès le départ, donc la base de données, la vue, il est vide. Une fois que je fais la modification d'une donnée sur ma base de données, je vais faire tout simplement le stockage de la page là où il y a ces données. Je parle de la page, c'est la pagination. Je parle de la page là où il y a la donnée vers le serveur abonné. Et ainsi de suite. Dans ce cas, donc, le snapshot il est figé, donc on ne peut pas le modifier. Donc on garde bien sûr l'historique des modifications effectuées sur la base de données.
Donc je reprends, une fois j'effectue une modification sur une donnée, je prends la page, la totalité de la page, et je stocke cette page avec la date de modification et je garde l'ancienne valeur. Bien sûr, ça me permet de garder l'historique des données, les changements de ces données, sont largement utilisés par certaines entreprises pour suivre par exemple l'évolution de changement d'un produit. Donc, la tâche de l'historique, c'est-à-dire la tâche, c'est-à-dire historiser l'information, c'est le noyau de cette solution, ce qu'on appelle solution de snapshot. Donc, en général, qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, nous avons notre base de données, et une fois nous avons ici, nous avons une base de données, on suppose que ça c'est la liste des pages. Quand je parle des pages, ce sont ce qu'on appelle des paginations. Pagination de bas, c'est l'unité minimale d'échange, entre les mémoires. Donc, voilà. Donc, étant donné que vous avez une page, le chargement, une fois que vous allez effectuer la modification d'une page, automatiquement, je vais la stocker avec, bien sûr, la date de stockage, et ainsi de suite. Donc, une fois la taille, c'est-à-dire que j'ai fait effectuer le changement de toutes les données, bien sûr, si jamais j'aimerais bien de garder l'historique d'une manière détaillée, je dois créer d'autres vues. Le problème qui se pose, c'est l'espace mémoire dans les serveurs abonnés. Donc, si jamais l'espace est limité, donc on ne peut pas créer assez de vues pour que je puisse garder l'historique. Bon. D'une manière générale, la stratégie d'utilisation des snapshots, il commence, comme j'ai déjà signalé, par des vues qui sont vides. À chaque changement, on charge les données. Ou bien, on peut l'utiliser dans l'opération importante de backup, c'est-à-dire que je peux stocker, je peux enregistrer la base de données afin que je puisse le restituer à partir de snapshot. Surtout, snapshot, il est figé, donc je ne peux pas changer les données stockées dans les snapshots. Donc la deuxième, donc pour la syntaxe n'est pas assez compliquée, tout simplement c'est la création d'une base de données, mais je dois spécifier ma snapshot. Donc ma base de données snapshot, voilà le nom de snapshot dans une adresse bien spécifique. Tout simplement, je dois donner ici tout simplement la chaîne de connexion et le nom de la base de données vers le serveur, là où je vais bien sûr créer ma snapshot. Bon, le deuxième type de réplication. C'est ce qu'on appelle la réplication transactionnelle. La réplication transactionnelle nécessite quoi? Tout simplement, tout changement dans la base de données de distribution, il doit être visible sur les bases de données distantes. C'est-à-dire, autrement, étant donné que nous avons un serveur tout simplement là où il y a une base de données X, maintenant on va faire tout simplement une réplication sur 2 ou bien sur 3 serveurs pour assurer la disponibilité des données et pour assurer bien sûr la confidentialité des données également. Maintenant, je vais faire la duplication sur 2 serveurs ou bien 3. Une fois que je vais faire une modification, il faut absolument que cette modification soit répercutée automatiquement sur tous les serveurs. Il y a plusieurs problèmes qui se posent, c'est-à-dire si jamais il y a une modification effectuée au niveau de serveur de base, et s'il n'y a pas de connexion, donc je ne vais pas faire la modification, je ne vais pas faire la mettre à jour des bases de données, dans les bases de données pour les serveurs abonnés. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle tout simplement des interventions de certains, en utilisant les transactions, dont on aura tout simplement l'occasion de voir le cours d'une manière détaillée sur les techniques de transaction. Donc on doit utiliser les transactions pour qu'on puisse valider les données. C'est-à-dire si on ne valide pas sur un serveur, donc je dois reprendre l'opération jusqu'à qu'on termine l'opération tout entière. C'est-à-dire parmi les règles de base de transaction, c'est l'atomicité, c'est-à-dire qu'on doit exécuter jusqu'au bout toutes les opérations de transaction. Si on n'exécute pas une opération sur un serveur, on arrête et on fait tout simplement, on va reprendre avec rollback, on va pas faire validation avec commit, c'est-à-dire la validation de transaction, on va reprendre l'exécution de transactions pour qu'on puisse bien sûr effectuer, valider sur tous les serveurs. Et tout ça donc nécessite tout simplement une maîtrise parfaitement de notion de transaction. Si
vous avez besoin, pour plus de détails sur les transactions, reportez-vous sur l'épisode de transactions. Bon, d'une manière générale, comme j'ai expliqué, vous avez tout simplement le serveur de distribution, les deux serveurs abonnés, et il y a un agent de réplication qui permet d'assurer quoi? La mise à jour des données à distance. D'accord. Bon, on dit tout simplement ce type de réplication, il est de type serveur à serveur, c'est-à-dire c'est le serveur qui gère dans la communication serveur-serveur. Donc c'est le serveur qui gère quoi? La réplication. Et on termine par le dernier type de réplication, c'est la réplication par fusion. La réplication par fusion, on parle tout simplement de la réplication de serveur à client, c'est-à-dire nous avons déjà le serveur qui stocke les données, bien sûr, et il y a les clients qui peuvent accéder à la base de données de distribution. C'est-à-dire que nous avons ici deux applications, ou bien deux serveurs abonnés, mais ces serveurs abonnés, donc ils peuvent effectuer, bien sûr, des modifications indépendamment du serveur. C'est-à-dire, je t'autorise les serveurs abonnés de faire certaines modifications des données qui ont stocké sur les serveurs à distance. Dans ce cas, le problème que se pose, c'est que ces données ne sont pas cohérentes. Donc, à ce moment-là, le serveur de distribution, il doit assurer tout simplement la cohérence via tout simplement la fusion de ces données et il doit prendre tout simplement la donnée correcte. Tout ça, ce sont des algorithmes qui sont assez compliqués, mais qui assurent quoi? La cohérence de la base de données et la base de données originale et les bases de données qui sont répliquées sur plusieurs sites distribués. Bon, la dernière opération qu'on va traiter dans cet épisode, c'est ce qu'on appelle le sauvegarde. Le sauvegarde, c'est-à-dire je vais sauvegarder ma base de données. Quand je parle sauvegarder, ce n'est pas comme dans Access. Access, je vais juste sauvegarder un document, un fichier qui est avec l'extension MDB. C'est-à-dire je peux stocker sur un support physique et je peux l'utiliser sur une autre machine. Par contre, pour SQL Server, qu'est-ce que je dois stocker? Je dois stocker tous les objets de la base de données, à savoir les tables, les vues, les triggers, les procédures stockées, les utilisateurs, les droits des utilisateurs, tout ça, on doit les stocker. Pour ce faire, on doit tout simplement passer à la base qu'on appelle sa base de sauvegarde. La base de sauvegarde, c'est une image complète de la base de données, comprenant tout simplement les utilisateurs, les droits d'accès, les données et tous les autres objets de la base de données. Donc l'entreprise manager, il a un composant très utilisé, c'est l'onglet qui permet d'assurer le sauvegarde, et également après le sauvegarde, donc c'est l'interface de l'outil de l'entreprise manager, et tu donnes tout simplement le nom du fichier que tu vas dans lequel vous allez enregistrer ou bien enregistrer les données de la base de données. Il y a deux options. Est-ce que vous allez enregistrer la base de données d'une manière complète ou bien vous allez choisir certaines parties de la base de données. Une fois l'opération de sauvegarde est là, il est abouti à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Tout simplement, il reste tout simplement moyen de restituer ou bien de restaurer la base de données. Pour restaurer la base de données, donc on parle tout simplement de l'opération backup. C'est backup database. On peut écrire simplement cette instruction dans l'éditeur de texte de l'analyseur de record et je lance l'exécution et je peux récupérer tout simplement ma base de données sans aucun problème. Bon, une fois la base de données, il est bien sauvegardée, la restauration, généralement, ça ne pose pas de problème. Donc, nous avons arrivé bien sûr à la fin de la première partie. Donc la deuxième partie, eh bien, épisode 2, il va être consacré principalement au langage de Transact SQL. Donc, Transact SQL, tout simplement, c'est un langage de 4e génération qui permet tout simplement aux utilisateurs de bien manipuler les données, c'est-à-dire il donne plus de flexibilité par rapport au langage SQL, dans le langage SQL, le langage standard SQL. Pour plus de détails, sur le langage Transact SQL, reportez-vous pour
l'épisode numéro 2. Merci à votre attention.